Bonjour, bienvenue dans le podcast Postscriptum que l'on va inaugurer aujourd'hui avec un invité spécial, un invité auquel j'avais pensé depuis très 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 longtemps. Eddie Arneton, bonjour. Bonjour. Alors, la forme? C'est la forme et c'est le combat de tous les jours que d'être en forme afin de mener au mieux les actions. D'accord. Et on est à 7 jours d'un événement, dit-on, historique pour la Martinique. Comment on se prépare quand on doit défendre une personnalité comme celle que vous allez défendre? Et on va revoir la chronologie de ces événements, des jours qui ont basculé, la vie d'un homme a basculé, la vie d'un pays a basculé. Et on est là aussi pour, pas délibérer, mais pour parler de ce procès historique et aussi pour expliquer aux Martiniquais les enjeux, les attentes et puis les atouts de ce mouvement populaire. Est-ce que vous êtes prêts? On reste concentré, on est prêt depuis très longtemps finalement, hein. Dès la première journée, nous étions déjà prêts. Il se trouve que nous sommes dans le cadre d'un dossier qui est finalement pas si compliqué que cela. On laisse entendre que les choses sont compliquées, on met en avant des éléments qui tendent à compliquer la situation, mais en vérité, dans cette affaire, comme dans l'autre, celle appelée TikTok, il n'y a pas d'infraction. Donc nous sommes prêts, les avocats de Monsieur Petitot sont prêts à le défendre. Nous avons énormément d'arguments à faire valoir, aussi bien sur la régularité de la procédure que sur le fond de ce dossier. Nous sommes confiants et nous espérons enfin que la juridiction va entendre raison. Que la juridiction va entendre raison. Oui, parce Est-ce que que c'est compatible, juridiction et raison, ces derniers temps? alors, le principe, c'est que la juridiction entende raison et qu'elle rende des décisions raisonnables. On a bien conscience qu'en ce moment, ce n'est pas vraiment le cas. On essaie de mettre en avant des arguments juridiques, mais le droit n'est, semble-t-il, pas le sujet qui est traité aujourd'hui par les juridictions. On a le sentiment, en fait, que nous avons un ministre de l'Intérieur qui a demandé une judiciarisation et il a dit aussi qu'il fallait ramener de l'ordre. On se rend compte que, d'une part, il y a une judiciarisation et d'autre part, quand on lit l'une des décisions du tribunal, la décision du tribunal, la décision TikTok, le tribunal va se référer finalement au maintien de l'ordre. Donc, le sentiment que nous avons, c'est que nous avons une juridiction qui est en train de nous proposer une forme de maintien de l'ordre. Après la répression policière, désormais, c'est la répression judiciaire qui est mise en place. Une répression judiciaire pour maintenir un ordre, mais quel ordre? Est-ce que cet ordre-là est justifié? Je crains que nous soyons dans ce que j'appelle le déraisonnable et finalement nous sommes dans le cadre aussi d'une mascarade judiciaire parce que Monsieur Petitot, que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, et j'ai coutume de dire que c'est pas le sujet. Le sujet est de savoir, en définitive, si les actes qu'on lui reproche nécessitent son incarcération. Et là, nous avons affaire à une disproportion, à une machine judiciaire qui s'est emballée, à une machine judiciaire qui ne regarde pas les faits tels qu'ils sont, à une machine judiciaire qui est aujourd'hui critiquée parce que d'aucuns considèrent qu'elle est à la fois soumise au pouvoir politique et à la fois soumise au pouvoir économique et peut-être même à une classe dominante. Nous sommes donc dans le cadre d'un dossier qui nécessite énormément de travail, certes, mais nous avons la conviction que nous sommes dans notre bon droit. Et c'est ce que nous allons faire valoir devant la juridiction le 21 janvier prochain. Très bien. Si vous permettez, Maître Eddie Arneton, vous avez dit beaucoup de choses en peu de temps. Et vous avez, me semble-t-il, mis le doigt sur un point, la judiciarisation, on n'arrive même pas à le dire, de cette affaire. Est-ce à dire que nous sommes dans un procès politique ou nous sommes dans un procès de droit commun ou alors un procès de droit commun qui sert peut-être des intérêts politiques et vous avez même laissé entendre qu'il servait des intérêts privés. Est-ce que vous pouvez en dire plus avant qu'on en revienne sur la chronologie des événements qui ont conduit aujourd'hui Rodrigue Petitot à se retrouver à Ducos, comme on a coutume de dire, et pour certains, c'est un prisonnier politique, pour d'autres, c'est un prisonnier de droit commun. Alors peut-être qu'y a-t-il là-dessus
un éclairage. Et je préfère vous laisser la parole sur les événements qui démarrent le 11 novembre, un jour d'armistice pourtant, et un jour qui est important pour le mouvement populaire, puisque son leader euh, rentre sans le savoir dans une escalade judiciaire et qui va le conduire 7 jours plus tard, me semble, derrière les barreaux. Est-ce qu'on peut revenir sur la chronologie des événements et au-delà de cela, en tant que Martiniquais, vous avez vécu le mouvement populaire comment quand il a démarré le 1er septembre et vous avez vu cette ferveur monter. Est-ce que c'était quelque chose de prévisible? Est-ce que comme une montagne pelée, est-ce qu'il y avait eu des secousses, des soubresauts, des enregistrements qui n'ont pas été entendus et que ça a explosé? C'est peut-être la première fois qu'une explosion se produit et qu'elle est annoncée. Il y a énormément de questions aussi. Beaucoup. Il y avait beaucoup de réponses dans ma précédente réponse, mais là, il y a beaucoup de questions. Alors, en tant que Martiniquais, comment j'ai vécu les choses? Ensuite, s'agit-il d'un procès politique? On peut distinguer vos questions en deux temps. Avec grand C'est plaisir. bien ça. En tant que Martiniquais, j'ai suivi les choses avec beaucoup d'attention. J'ai regardé avec énormément d'attention tout ce qui se passait et on voyait en effet les choses monter au fur et à mesure. Et puis, ce qui moi m'a énormément choqué, c'est la répression policière. C'est-à-dire que j'ai vu un mouvement pacifique naître, j'ai vu des personnes réclamer finalement le droit, l'application du droit. J'ai vu des personnes se battre pour une justice sociale. C'est un mouvement social et des gens qui revendiquent de manger décemment, ce qui est un droit fondamental. Et cette cause légitime a été portée par 3 personnes. Donc, ce qui m'a perturbé, ce n'est pas la revendication, parce que celle-là, on pouvait s'y attendre. Ce qui m'a vraiment perturbé, c'est de constater qu'on a envoyé la CRS 8. Ce qui m'a heurté profondément, c'est lorsqu'au Carbet, on a vu que des pères de famille se faisaient gazer, frapper. J'ai été extrêmement heurté et choqué par cette répression policière qui avait été sollicitée par le préfet de Martinique. J'étais extrêmement choqué par cela. Donc le Martiniquais que je suis et l'avocat que je suis a regardé tout cela en ayant une empathie immédiate pour les personnes qui manifestaient et en étant, je vais essayer d'utiliser des mots courtois, en étant choqué par cette répression qui s'est abattue sur ce mouvement. Et cette répression avait vocation, en définitive, à étouffer ce mouvement. Donc on commence toujours par une répression policière. Et puis maintenant, la question qui est celle de savoir s'il s'agit d'un procès politique. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un ministre de l'Intérieur qui a dit qu'il allait judiciariser des personnes. Il a dit, nous allons ramener l'ordre et je vais judiciariser des personnes. Et notamment Rodrigue Petitot. Nous voyons quoi en ce moment? Nous voyons bien une judiciarisation. Et il le dit en violation, finalement, de la séparation des pouvoir politique et pouvoir judiciaire. Et on voit que le parquet va, en définitive, suivre les instructions qui sont données par ce ministre de l'Intérieur. Et puis, on va voir des juridictions qui, à tour de rôle, vont finalement valider cette demande qui a été formulée par le ministre de l'Intérieur. Est-ce que c'est une affaire politique? C'est une affaire politique aussi parce que la personne de Monsieur Petitot doit aujourd'hui être considérée comme une personne politique. Lorsque Monsieur Petitot, quelques semaines avant son incarcération, laisse entendre, du moins le dit assez clairement, que désormais il va rentrer en politique, c'est un homme politique. On a beau jeu de l'appeler militant, activiste, ce qui permet de le ranger dans une catégorie qu'on peut dénigrer. On peut le faire. Mais aujourd'hui, c'est un homme politique. Et c'est un homme politique qu'on a incarcéré. J'ajoute ensuite que Madame la procureure de la République, la première fois qu'elle a eu à requérir contre Monsieur Petitot, a tenu des réquisitions politiques lorsqu'elle nous a affirmé que Monsieur Petitot entendait faire plier l'État. C'était pas des réquisitions de droit pénal commun, c'était des réquisitions politiques. Et enfin, à titre anecdotique, je vous dirais que même en garde à vue, nous avons des fonctionnaires de police qui étaient présents et qui étaient presque désolés de faire ce travail qui n'est pas très joli et qui
ont laissé entendre et l'ont dit aussi de façon claire, bah, Monsieur Petitot, vous êtes dans un dossier politique. Est-ce que c'est un dossier politique? Tout le monde le sait. On va tenter de nous faire croire que c'est un dossier de droit pénal commun, mais personne ne saurait y croire. Ce n'est pas très sérieux. Alors, c'est très important ce que vous venez de dire, parce qu'il y a ce qu'on appelle, ce que la presse peut dire d'un procès, et puis il y a ce que vous avez vécu dans le procès. Quand vous nous dites que les réquisitions de la future ex-procureure étaient des réquisitions quasiment politiques, puisque elle annonçait que M. Petitot entendait faire plier l'autorité. Et on est au cœur du débat, parce que quand je lis la chronologie, on parle, pour ne pas me tromper, hein, violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Est-ce que, post-scriptum, c'est là pour ça aussi, hein, c'est ce qu'on met à la fin d'une lettre. Est-ce qu'on peut décrire ce que c'est que l'autorité publique? Et est-ce que l'autorité publique peut aujourd'hui, on peut parler de légitimité publique ou d'éligibilité, parce qu'il y a un pont, un bridge, comme on dit, qui a été fait entre les électeurs, les élus et l'autorité publique. Et en somme, cette affaire TikTok est un pont qui a été dressé entre l'éligibilité et la légitimité de Rodrigue Petitot et qui a servi à l'autorité publique. Donc, pour résumer, est-ce que vous pouvez définir ce que dans le droit, on appelle l'autorité publique, qui est dépositaire de l'autorité publique, qui a le droit de dire que c'est de l'autorité publique ou de notoriété publique? That is the question. Alors, avant de répondre à cette question, je tiens à rétablir une chose, c'est que ce n'est pas Madame la procureure Taron qui était à l'audience, c'était notre procureure adjointe, et ce n'était pas Madame Taron qui a tenu ces propos-là. Pour que les choses soient extrêmement claires, c'est un autre procureur qui a tenu ces propos-là. S'agissant de l'autorité publique, c'est toute personne qui dispose finalement d'une sorte de délégation de pouvoir public. On va être assez factuel et on va donner des exemples pour qu'on puisse comprendre. Les dépositaires de l'autorité publique, ce sont les fonctionnaires de police, par exemple. Un fonctionnaire de police est dépositaire de l'autorité publique. Voilà, de façon extrêmement factuelle, qui peut être défini comme dépositaire de l'autorité publique. Et dès lors, en effet, que vous êtes dans une infraction qui va toucher quelqu'un qui est dépositaire de l'autorité publique, vous allez voir une aggravation de la peine encourue. La question que vous m'avez posée, c'est savoir, si j'ai bien compris, la légitimité de l'autorité publique. Ou l'éligibilité de l'autorité publique dans un procès, dans un mouvement populaire. La question est celle de savoir si Rodrigue Petitot a une légitimité, lui aussi, en qualité de leader de son mouvement. Je dirais qu'il est évident que sa légitimité ne peut pas être contestée aujourd'hui et que d'ailleurs, c'est à cause de cette légitimité, ou grâce à celle-ci, mais je dirais plutôt à cause, qu'il se retrouve en détention aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a bien pris conscience qu'il est parfaitement légitime dans le débat public. Et en conséquence, compte tenu de son importance aujourd'hui dans le débat public, compte tenu de la place qu'il est en train de prendre, il est préférable qu'on l'écarte de cette place. Donc sa légitimité, elle est parfaitement claire et elle n'est pas contestable. Et aujourd'hui, quand vous m'interrogez sur l'autorité publique, je dirais même que finalement cette légitimité s'est opposée à une autre légitimité qui est celle de l'autorité publique. Je vais m'expliquer. Vous avez, en effet, dans cette affaire résidence préfectorale, Rodrigue Petitot qui se tient en face du préfet. D'accord? Donc nous avons une légitimité populaire qui va se retrouver finalement face à l'autorité publique. Et cette légitimité populaire ne va pas baisser les yeux, elle dira en quelque sorte... Ne courbe pas les chines. Ne courbe pas les chines, elle ne baissera pas les yeux et elle dira en quelque sorte « je n'ai pas peur ». Et c'est là tout le sujet. C'est-à-dire que, à mon sens, ce qu'on reproche à M. Petitot, c'est d'avoir regardé dans les yeux le pouvoir et d'avoir dit « ma cause est légitime, je demande à ce qu'elle soit réglée au plus tôt et je le demande non pas en quémandant, j'exige aujourd'hui qu'on règle les problèmes de la classe populaire. J'exige aujourd'hui que les Martiniquais mangent à leur faim et j'exige cela sans avoir peur de vous le dire et en vous regardant dans les yeux. Et ça, pour le pouvoir, ça a été beaucoup trop. Et à ce moment-là, que se passe-t-il? On va piétiner toutes les libertés parce qu'il faut montrer un exemple. Et l'exemple, c'est Rodrigue.
s'être levé comme ça, regarder dans les yeux l'autorité publique, regarder dans les yeux le pouvoir, sans courber les chines, c'est beaucoup trop. Donc il faut le prendre, et puis, d'une certaine façon, veuillez m'excuser l'expression, le tabasser publiquement. Cela me rappelle un homme que j'ai eu l'honneur de défendre, qui s'appelle Boina, qui est un grand frère en Guadeloupe, qui lui aussi avait milité pour la justice sociale. Et ce qu'on voit, c'est finalement une répression judiciaire qui s'est abattue aussi sur ce mouvement. Et Boina a eu l'idée, devant la juridiction, la cour d'appel, le jour où on demandait sa remise en liberté, il m'avait soumis une idée préalablement, et l'idée c'était la suivante, il l'a soumise. Je me sens comme un petit nègre qu'on fouette sur la place publique. C'est un peu ça qui se passe. Cette idée, elle était assez forte parce qu'elle disait de façon claire qu'on a changé les fouets, mais maintenant, c'est la justice qui doit remplacer tout cela. Et cette idée, suffisamment forte, a été exprimée devant la cour d'appel. Rappelons que la justice est rendue au nom du peuple français. Je ne sais si cette idée a permis sa remise en liberté, mais il a été remis en liberté alors qu'il a exprimé cette idée. C'est aussi le sentiment qu'on peut avoir pour Rodrigue Petitot, c'est-à-dire qu'on le prend et devant tout le monde, sur la place publique, on va montrer à quel point on est fort. On va montrer à quel point la force publique peut être violente. Ici, il s'agit de travailler deux questions. La violence de l'État, la violence judiciaire, et puis la peur qu'on veut infliger sans doute parce qu'on a soi-même peur. Alors, c'est important, la question sur le dépositaire de l'autorité publique, parce que, de mémoire, euh, il est arrivé dans un lieu qui était ouvert, et il est arrivé, je me souviens, devant le préfet, il avait les deux mains dans le dos. Et quand vous dites que le dépositaire de l'autorité publique, c'est quelqu'un qui dispose de l'autorité, comment peut-on définir les individus qui étaient présents, mis à part le préfet, qui était en tenue, et ceux qui étaient autour de lui? Est-ce qu'ils se sont déclarés comme étant policiers ou pas? Donc ça, c'est peut-être dans les rouages du débat, parce qu'aujourd'hui, ce qui est reproché à Audric Petitot, c'est qu'un dépositaire non déclaré, il me semble, de l'autorité publique, levait la main en l'air, et Audric Petitot a dit « ne me touchez pas ». Et est-ce que c'est ce qui lui est reproché, ou est-ce que c'est la fameuse intrusion? Pour moi, une intrusion, c'est quand on rentre en quelque part qui est fermé, mais bon, peut-être ai-je une autre analyse de l'intrusion. Je veux que le public comprenne exactement ce qui se joue, ce qui a été dit, et est-ce que c'est de l'interprétation? Parce que si quelqu'un m'arrête dans la rue et ne décline pas son identité, comment puis-je savoir si c'est un policier ou pas? Et je voudrais que vous puissiez nous dire, est-ce que c'est ce simple geste d'avoir quelqu'un qui lève la main en disant Judith, ne me touchez pas, donc c'est un réflexe, est-ce que c'est ça qui aujourd'hui peut conduire Audric Petitot à être condamné à 20 ans de prison? Je pèse mes mots. Vous êtes circonspect sur cette affaire, comme un certain nombre de personnes, et vous vous demandez si vous comprenez bien ce dossier. Oui, vous le comprenez très bien. Vous Il y a aucune parfaitement. vous le comprenez parfaitement. Oui. Et tout le monde peut le comprendre parfaitement, puisque les choses ont été filmées. C'est-à-dire il n'y a pas de aucune débat. surprise, il n'y a pas de débat. Ouais. Donc il est poursuivi pour plusieurs infractions. Pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, pour violation de domicile, pour menace sur personne dépositaire de l'autorité publique afin qu'elle accomplisse des actes de sa fonction ou facilités par sa fonction, pour rébellion et incitation à la rébellion. Voilà les quelques infractions qu'on lui reproche. S'agissant de la violation du domicile, vous le dites de façon assez claire, en effet, il n'y a pas de barrière, il va rentrer dans ce lieu alors qu'on a un fonctionnaire de police qui dira qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent rentrer, donc il y a une autorisation qui lui est donnée, donc il est dans le cadre de son activité militante et politique, et en conséquence, il me semble assez acquis qu'il n'y a pas de violation de domicile, mais cette qualification est dans le débat, donc je ne peux pas l'exclure, elle est présente. S'agissant des violences sur personnes de l'autorité publique, là encore, vous avez clairement identifié le moment. C'est lorsque nous avons un fonctionnaire de police qui, en effet, va mettre sa main sur Rodrigue, et vous savez que c'est celui qu'on a surnommé Jackie Chan, et Rodrigue va baisser sa main. C'est un réflexe.
il me semble. Ouais. Mais ça, c'est qualifié de violence D'accord. sur personne dépositaire de l'autorité publique. Et en effet, cette personne, Rodrigue ne savait pas que cette personne était dépositaire de l'autorité publique, ne savait pas que c'était un fonctionnaire de police. Il n'y a pas grand monde qui savait que c'était un fonctionnaire de police, parce que vous saurez que l'un des fonctionnaires de police qui est venu raccompagner Rodrigue à la fin de cette séquence dira qu'à un moment, on lui a demandé, que cet homme lui a demandé de menotter Rodrigue et qu'il ne l'a pas fait parce qu'il ne savait pas qui était là. Ah, c'est important ce que vous dites. Oui, C'est c'est-à-dire que la personne même qui aujourd'hui a déposé plainte pour violence aggravée sur personne détenant l'autorité publique n'a pas été écoutée par un autre fonctionnaire de police quand il a demandé de menotter ouais. M. Rodrigue Petitot. Oui, c'est un fonctionnaire de Et police. c'est écrit dans le... Oui, c'est un fonctionnaire de police qui n'a pas reconnu un autre fonctionnaire de police. Donc, un simple citoyen pourrait le reconnaître. C'est assez cocasse. Oui, c'est assez cocasse. Donc, on a là un fonctionnaire de police qui dit qu'il a été violenté. Je ne vois pas de violence, pour ma part. Et en effet, nul ne savait quelle était sa qualité. Ensuite, nous avons, je ne sais pas si vous voulez faire toutes les infractions, comment vous voulez procéder. On va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Très bien. On est le 12. Hein. On est le 11 et après on va passer au 12 novembre. Donc ensuite, nous avons les menaces sur personne dépositaire de l'autorité publique afin que cette dernière accomplisse un acte de sa fonction. Alors, ça c'est très intéressant parce qu'on va mettre menaces, actes d'intimidation et rébellion. Et non, rébellion c'est après. Et tout ça, c'est mis dans cette qualification. Elle a vocation à dire qu'à un moment, quand il demande à rencontrer le ministre de l'Outre-mer, que cela, il a accompli des menaces, il a eu des actes finalement, on va les qualifier de violents, afin d'obtenir ce rendez-vous. Et étant donné qu'il a fait cela sur le préfet, on va considérer que le préfet, compte tenu de cette menace, aurait dû contacter le ministre de l'Outre-mer afin que cette réunion se produise. Tout ça est très alambiqué. Il me semble que depuis un certain temps, Rodrigue allait là où il voulait, là où il le souhaitait, pour faire entendre raison, attirer l'attention de l'opinion publique, mais attirer l'attention aussi de l'autorité publique. Qu'il réclamait, le mouvement populaire réclamait la présence du ministre des Outre-mer, qui a été reconduit d'ailleurs, depuis 2 mois. Oui. Et quand il arrive, il décide de son calendrier, et c'est pris par le mouvement populaire comme un mépris. Mais il y a eu du mépris dès le début. Et il a eu du mépris à Paris aussi. Dès le début, parce que d'abord, il est à Nouméa, et on lui fait savoir que les membres du RPRAC souhaitaient le rencontrer, et il répondra, pas de pression. Moi, on ne me met pas la pression. D'accord? Je ne vais pas me rendre immédiatement en Martinique, on ne me met pas la pression. Il ira à Paris, Aude, Gladys et Rodrigue se rendront aussi à Paris en espérant le rencontrer, et alors même qu'ils sont à Paris, lui, il va avancer son billet d'avion pour rentrer en Martinique, pour venir en Martinique. C'est à ce moment-là que Aude, Gladys et Rodrigue vont décider de rentrer plus tôt aussi en Martinique. Aude Goussard ne rentrera pas, il n'y aura que Gladys et Rodrigue qui rentreront et qui vont se diriger en effet vers la résidence préfectorale afin de rencontrer le ministre. C'est-à-dire que il y a un accord qui a été signé sans eux, alors que c'est eux qui ont apporté, qui ont mis sur la table cette difficulté majeure que rencontre la population martiniquaise, et ils sont exclus ensuite de toutes les conversations. En toute logique, ils veulent parler avec les décisionnaires. Et ils n'ont eu de cesse de dire qu'ils voulaient rencontrer le ministre de l'Outre-mer, qui a décidé de jouer à cache-cache avec eux. Donc c'est, en effet... Il a zonzolé. On peut le dire comme ça. Il a zonzolé. On peut le dire comme ça. Et c'est bien entendu une forme de mépris à l'endroit des personnes qui se battent depuis le début pour que la souffrance populaire soit reconnue, identifiée. Donc, il y avait de grandes difficultés pour rencontrer ce ministre qui jouait à cache-cache. On peut très bien s'imaginer que, comme l'indiquait mon confrère Germani, mais aussi Maître Bellemare, que c'était par confort ministériel que cette garde à vue s'est déroulée.
Moi, j'aime parler de ce que je vois. Dans ce dossier, je ne peux pas affirmer que j'ai vu que c'était pas ça. On peut s'imaginer que, en effet, la présence du ministre imposait qu'on puisse exclure Rodrigue du débat public à ce moment-là et s'assurer finalement que cette visite se mène finalement presque en catimini et en tout cas Oui. sans la moindre difficulté. C'est envisageable. Maintenant, je ne pourrais pas non plus l'affirmer. En revanche, sur la durée de la garde à vue, C'est objectivement, extraordinairement c'est long. excessif. Oui. C'est excessif. D'ailleurs, la première journée, je vous le dis de mémoire, je crois qu'il a été entendu qu'une fois, mais très rapidement. Donc, en vérité, tout s'est passé le deuxième jour. Donc, il est évident que cette garde à vue, la durée de cette garde à vue est excessive et De que, mémoire et d'avocat. elle va être de toutes les façons évoquée à la barre. On a bien conscience qu'il s'agit ici de s'emparer d'un homme, et puis il y a quelque chose d'un peu humiliant, euh, de prendre quelqu'un, de le laisser comme ça dans une geôle du commissariat de Fort-de-France, ne pas lui poser de questions véritablement, et puis le lendemain l'interroger. Euh, non, c'était clairement excessif. Votre question va être un peu plus large quand vous allez me dire est-ce qu'on choisit l'interlocuteur, parce que c'était ça aussi la question par rapport à ce qui se présente bientôt à l'Assemblée nationale, ce que vous m'avez dit. Je dirais que l'affaire TikTok démontre que la volonté, c'est d'enlever à Rodrigue Petitot son téléphone, parce qu'il utilise TikTok et à ce moment-là, Le matin à 8 heures. ces discours politiques, Oui. transitent par ce média. Et il est évident que cela pose quelques difficultés puisqu'il est suivi par un certain nombre de personnes. Donc l'idée, c'est qu'on ne l'entende plus. Et d'ailleurs, c'est ce qui fonctionne en ce moment. Est-ce que TikTok, pour vous interrompre, devrait être interdit ou alors est-ce qu'on devrait augmenter les restrictions de TikTok sur tout ce qui est discours politique? Je rappelle quand même que certains médias d'extrême droite utilisent beaucoup TikTok sans qu'ils soient contredits. Et en l'espèce, je me souviens des rendez-vous du matin de Rodrigue Petitot qui disait tout le temps mes amis. Mmh. Donc, je voudrais revenir sur le 12 parce qu'à l'issue du 12, il est placé sous contrôle judiciaire. Mmh. Donc, il est placé sous contrôle judiciaire strict, pas strict, c'est-à-dire on doit lui mettre un bracelet électronique. Comment ça se passe? Alors, Et on reviendra après sur la qualification et le risque encouru, D'accord. puisque Rodrigue Petitot, il l'a dit, il a eu un passé, il est l'exemple, c'est ce qu'il dit, et on est tenté de le croire, qu'il est l'exemple de la réinsertion, et qu'aujourd'hui, son passé n'est pas effacé, et qu'avec ce qu'on veut qualifier comme infraction, il risque une peine multipliée par 2. C'est ça. Voilà. Donc, je vous écoute sur le placement sous contrôle judiciaire de M. Petitot à l'issue de ces 44 heures de garde à vue qui nous amènent au 14 novembre. Alors, ce qui va se passer, c'est que il va être déféré au tribunal. Le parquetier va lui indiquer quelles sont les infractions qu'il lui reproche. Puis nous passerons devant Le juge des le juge libertés. des libertés de la détention. Le parquet avait sollicité le placement en détention provisoire de Rodrigue Petitot. C'est-à-dire que le parquet Considère que c'est un risque. le parquet reste assez constant dans ses demandes. Cela fait un certain temps que le parquet sollicitait de toutes les façons l'incarcération de Rodrigue Petitot. On se rappelle que le premier jour où les manifestations démarrent, que là aussi il y a une affaire où le parquet, semble-t-il, avait demandé son incarcération, mais cela, je le dis sous l'autorité de Maître Bellemare qui était présent à ce moment-là. Donc ce soir-là, le 14 novembre, il est sollicité par le parquet l'incarcération de Rodrigue Petitot. C'est un acte courageux de ce magistrat et c'est pour ça que parfois et très souvent, il faut avoir de la nuance. Nous avons quand même une magistrate qui a refusé. Il a dit non. Elle a dit non. Elle a regardé le dossier, elle a écouté Rodrigue qui a dit qu'il n'était pas un voyou, qu'il se battait pour une cause juste et elle a considéré qu'il ne fallait pas le placer en Il était détention. un danger pour la société. Pas du tout. Et cette magistrate, de façon extrêmement libre, a décidé de le placer sous contrôle judiciaire. Le lendemain, nous passons donc en comparution immédiate et nous sollicitons, avec Maître Bellemare et Germani, le renvoi de cette audience. Et c'est pour ça que cette audience va être traitée le 21 janvier. D'accord. À l'occasion de cette audience, nous avons sollicité le renvoi. De nouveau,
le parquet de Fort-de-France Non. va solliciter le placement en détention provisoire de Rodrigue Petitot. Pour quel motif? Alors, c'est ce jour-là qu'on va nous parler d'homme qui veut faire plier l'État. Elle va aussi un peu moquer ses handicaps. Et puis, en gros, elle va expliquer, en résumé, que ce serait un danger pour la société martiniquaise et qu'il faudrait qu'il soit incarcéré. Elle va se moquer de ses handicaps. Oui, c'est-à-dire qu'elle C'est va grave, prendre, ça, hein. Elle elle va. considère qu'il n'est pas vraiment handicapé. Ben, j'ai eu ce sentiment-là. Maintenant, je vous dis tout cela de mémoire. C'était un moment particulier. C'était des réquisitions qui vraiment ne m'avaient pas plu et on lui a fait savoir que c'était quelque peu inconvenant. Quoi qu'il en soit, à ce moment, elle sollicite le placement en détention provisoire de Rodrigue Petitot. De nouveau, nous allons obtenir le contrôle judiciaire. Le tribunal ne va pas suivre les réquisitions du procureur de la République et va placer Rodrigue Petitot sous contrôle judiciaire. Mais le contrôle judiciaire va être quelque peu aggravé puisqu'on va lui donner l'interdiction de sortir de chez lui entre 21h et 6h du matin. Voilà ce qui va se passer devant le tribunal correctionnel le 14 novembre. Et cette décision qui a été rendue par le tribunal correctionnel, elle va faire l'objet d'un appel du parquet de Fort-de-France. Une fois de plus. Une fois de plus. Et c'est pour ça que nous allons nous retrouver devant la cour d'appel, parce que le parquet, à 2 reprises, a perdu, de façon claire, nette et précise, n'a pas obtenu son incarcération. Et le parquet va interjeter appel afin d'obtenir son incarcération devant la cour d'appel, incarcération que le parquet va finalement obtenir. Le 19. Exactement. Donc le 19, la vie de votre client bascule puisque il passe de statut d'homme libre de sa parole et de sa pensée à statut d'homme incarcéré avec les limites que l'on sait. Est-ce qu'on peut revenir sur le risque encouru par Rodrigue Petitot? Quand j'ai entendu qu'on pouvait doubler la peine, parce que Rodrigue Petitot, sa dernière incarcération ou sa dernière condamnation datait de 2016, donc il y a un certain délai de prescription. Et si pendant ce délai, vous commettez un acte condamné par la loi, la peine peut être doublée. Donc quand on entend le risque encouru de 20 ans, c'est, comme on dit dans le langage courant, c'est chaud. Alors, première chose, vous avez dit qu'il était enfermé, et il n'était plus libre de ses mouvements ni de sa pensée. Je dirais qu'il n'est plus libre de ses mouvements, mais je puis vous assurer que sa pensée est toujours très libre et elle est extrêmement combative. S'agissant de la peine encourue, en effet, compte tenu de son passé judiciaire qui est toujours retenu contre lui, d'ailleurs son incarcération, elle a été notamment motivée par ce passé judiciaire qui lui a été jeté en pleine face. En effet, dans certains cas, et c'est le cas s'agissant de Rodrigue Petitot, la peine encourue est doublée. C'est-à-dire que pour l'une des infractions, la peine encourue est de 10 ans, et en conséquence, s'agissant de Rodrigue... C'est celle qui est menace violence... Non, menace sur ou acte d'intimidation sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Afin qu'elle accomplisse un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction. Et cela peut en effet conduire à une peine qui peut être infligée de 20 années compte tenu de la récidive qui, semble-t-il, veut être retenue par le parquet de Fort-de-France, puisque Madame la procureure a annoncé que la peine encourue était de 20 ans. Mais tout ça, c'est extrêmement théorique. Mais ça peut... Oui, mais je n'imagine pas un instant... On peut s'imaginer les choses, mais je veux bien croire à la raison. À la raison des magistrats. Nous sommes tombés malgré tout à 2 ou 3 reprises sur des magistrats qui ont pris de la distance sur ce qui était sollicité par le ministre de l'Intérieur, sur ce qui était sollicité par le procureur de la République et qui ont pu rendre des décisions correctes. Donc, le ministre de l'Intérieur intervient dans la justice quand on sait, par exemple, le syndicat de la magistrature qui se défend de son indépendance. Et j'ai bien noté avec le nouveau gouvernement
que Gérald Darmanin, qui était ministre de l'Intérieur, avait donné des consignes. À quel moment on a franchi cette ligne entre la justice, la police, vous qui êtes un avocat du quotidien, à quel moment on a franchi cette limite où finalement l'ordre ne vient plus du droit, mais l'ordre viendrait d'un ordre au-dessus de la juridiction, de la hiérarchie. Est-ce que ça a toujours été le cas ou On peut, en simple citoyen, on se dit que bon, mais non, c'est pas possible. on peut quand même distinguer le parquet des magistrats du siège. Le parquet a comme autorité quand même hiérarchique, elle a le ministère de la Justice. Donc on ne va pas non plus se raconter d'histoire. Il y a forcément des directives qui sont données. D'ailleurs, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les juristes sur l'indépendance du parquet. Il serait temps que le parquet soit désigné différemment. Enfin, c'est un sujet Donc ça, c'est une société. c'est un sujet qui nous intéresse depuis un certain temps, c'est-à-dire le statut des parquetiers est problématique. Et puis, naturellement, quand dans certains types de dossiers, je vais vous parler de l'affaire Kéziane-Missier ou alors dans l'affaire de déboulonnement des statuts, puisque j'ai l'honneur de défendre ces personnes. Dans l'affaire de Rodrigue, on a quand même le sentiment qu'on a un parquet qui est extrêmement motivé et que ça ne sort pas de nulle part. Et quand on sait qu'un ministre de l'Intérieur qui n'aurait pas dû prendre la parole sur un dossier se permet de parler de judiciarisation, on a bien quand même le sentiment qu'il y a des directives qui sont données. Elles, si elles ne sont pas écrites, à minima, elles sont orales et en tout cas, ça a été donné publiquement. Donc, on comprend que l'entrain mis par le parquet de Fort-de-France, c'est quand même pour faire plaisir à une autorité politique. Ou économique. Ou économique. On peut quand même le subodorer. S'agissant des magistrats du siège, on sait que en principe ils sont totalement indépendants et c'est ce que nous allons demander le 21 janvier. On va demander aux magistrats de faire la preuve de leur indépendance, qu'il est temps de constater que ce dossier est ridicule, que tout cela ne tient pas et qu'en conséquence, Rodrigue doit être relaxé de l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées. Alors, chronologiquement, donc, les événements démarrent le 11 novembre. Le 12, il est arrêté. Le 19, il est placé en détention. Mmh. 7 jours. Et nous sommes à 7 jours de cette affaire, puisque la semaine prochaine va être jugé Rodrigue Petitto. Alors, au début de notre entretien, j'ai voulu parler de l'éligibilité, puisqu'il y a une affaire qui rejoint l'affaire et qui, semble-t-il, sert à l'affaire, la première affaire, qui est l'affaire TikTok. Pour mémoire, Rodrigue Petitto déclare finalement qu'il va faire de la politique. Et moi qui ai suivi, moi qui suis un passionné de politique depuis tout jeune, je me souviens des joutes verbales entre Renard, Césaire, Marie-Jeanne. C'était autrement plus violent. Et il y avait même des actes de violence. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un risque pour quelqu'un qui s'engage politiquement? Est-ce qu'il y a un risque verbial? Le risque est surtout pour Rodrigue Petitto. Pour moi, il est extrêmement clair que c'est sa personne qui pose problème. C'est sa personne qui a été prise et qui a été placée en détention. Le risque, c'est pour lui. Mais aussi, il faut bien le constater, c'est un risque aussi pour Gladys et Aude, parce que vous aurez constaté que on ne les laisse pas en paix ces derniers temps. Donc, est-ce qu'il y a un risque de rentrer en politique? Naturellement qu'il peut y en avoir un. Est-ce que c'est un risque d'ailleurs? C'est certainement un risque de rentrer en politique. Ensuite, lorsqu'on est un leader d'un mouvement social légitime et qu'on prend la parole et qu'on dit qu'on va faire de la politique, puisque une semaine ou 2 semaines avant, il l'avait dit de façon explicite, Oui. qu'il comprend la décision de dire aux gens ce qu'on pense, et si d'aventure on est suivi, cela risque de poser difficulté. Et c'est ce qui lui est arrivé. Et on se rendra compte dans l'affaire TikTok que On est le 26 novembre. Hein. Ouais, que lorsqu'il va être placé en détention provisoire pour cette affaire, les magistrats, à ce moment-là,
vont se fonder, d'une part, sur son passé judiciaire, et d'autre part, sur la position qui a été exprimée par une partie de la classe politique. C'est-à-dire que la décision des maires de faire un communiqué va rentrer dans cette procédure, et cela va conduire aussi à son incarcération. Donc, nous avons... Pourtant, le président des maires s'en défend. Le président des maires dira ensuite que, le président de l'association des maires dira ensuite qu'il avait parfaitement compris que ce n'était pas physique. On précisera aussi qu'il n'y a eu aucune constitution de partie civile. Donc, il y a eu une sorte d'effet d'aubaine, s'agissant du parquet, qui s'est emparé de la réaction d'un certain nombre de politiciens à Martinique et qui s'est dit, tiens, puisque ces personnes ont pris la parole, on peut mettre ça dans le débat. Donc, elles ont pris la parole. Même si elles ne se sont pas constituées partie. Voilà, je voulais le dire. Elles n'ont pas dit. Personne ne s'est constitué partie. C'est le préfet qui a décidé le 26 novembre d'appliquer l'article 40. Le préfet qui applique l'article 40 il a son droit. Oui, mais c'est à géométrie variable. Oui. C'est à géométrie variable. Il y a eu sous peu un article de Libération qui n'a pas fait l'objet d'un article 40. Donc c'est à géométrie variable, l'article 40. Donc le préfet va en effet faire un article 40 pour dire au procureur de la République qu'il y a des infractions qui ont été prétendument commises par Rodrigue Petitot et qu'en conséquence, il fallait agir sur l'affaire TikTok. Et c'est à ce moment-là que la juridiction et ainsi que le parquet vont se fonder notamment sur la réaction d'une partie de la classe politique martiniquaise pour justifier... Donc on va se servir de cela. Oui, ça va être utilisé. Il y a d'autres éléments qui seront utilisés, son passé judiciaire va être utilisé. On ne veut pas lui enlever l'étiquette de délinquant. On a beau leur expliquer, et d'ailleurs... Je ne sais pas si on peut dire on a beau leur expliquer, il est impossible qu'ils ne le comprennent pas. En tout cas, on ne cesse de leur dire que vous avez en face de vous un homme politique et il vous dit qu'il est rentré dans la politique et ce qu'il fait, c'est de la politique même au sens noble. Pur, dur. C'est la politique au sens noble. Et en conséquence, vous ne pouvez pas lui attribuer ce qualificatif de délinquant. Donc, on a un ensemble d'éléments et notamment, en effet, la réaction d'une partie de la classe politique martiniquaise. Et tout cela, mis bout à bout, conduira à son incarcération. La condamnation à 10 mois de prison. Ça va conduire, d'une part, au placement en détention provisoire, puis le lendemain, lorsque nous serons devant le tribunal correctionnel, ça conduira à sa condamnation à 10 mois d'emprisonnement sous bracelet électronique. Étant précisé que nous avons soulevé devant cette juridiction la liberté d'expression dont il doit bénéficier, c'est-à-dire qu'il doit bénéficier de la protection de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cela a été soulevé parce que la Cour de cassation est déjà venue dire qu'à supposer que vous considériez que quelqu'un qui est dans le cadre d'une activité militante et politique ait commis une infraction, vous devez faire en sorte qu'il bénéficie de la protection de la liberté d'expression parce que il se bat à ce moment précis dans le cadre d'un combat légitime. Et c'est ce que nous avons sollicité. Donc, une action militante est protégée par le droit européen. Alors, il y a quelques réserves. Naturellement, c'est lorsque vous appelez à la violence, lorsque vous êtes dans la haine, vous avez quelques tempéraments, cela est évident. Mais lorsque nous sommes dans le cadre de l'affaire TikTok, les propos qui sont tenus, c'est « vous n'allez pas rester en place. Nous allons vous attaquer, mais vous n'allez pas rester en place. » La traduction qui a été faite et qui a été soumise à la juridiction, c'est ça. On comprend évidemment qu'il s'agit d'un propos politique. Et à supposer même que vous considériez qu'il s'agissait d'une infraction, ce propos politique doit bénéficier de la protection de l'article 10 et donc de la liberté d'expression. Et tout le sujet que nous avons en ce moment, c'est celui de l'exercice de la liberté d'expression. Et j'affirme que s'agissant de Rodrigue Petitot, la dernière condamnation est une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression de Rodrigue Petitot. Alors, les Martiniquais qui sont de plus en plus attentifs à ce qui se passe, ce qu'on appelait à l'époque la France, ont constaté quelques semaines plus tard le réveil du mouvement agricole
avec des tracteurs fonçant sur des barrages, je l'ai vu hein, au journal télévisé, euh, avec des édifices publics souillés par du lisier, ont vu des permanences d'hommes politiques ayant signé ou favorisé la signature de l'accord sur le Mercosur dégradées. Est-ce que on peut parler là de deux poids, deux mesures? J'ai pas le sentiment que le président de la FNSEA ou le représentant de la FNSEA ayant participé à ces actes militants aient été ni incarcérés, ni mis en examen, et encore moins interdit de parler. Est-ce que on n'est pas là encore, c'est ce que vous disiez au début, à une justice qui, certains diront, une justice un peu particulière dans les départements d'outre-mer ou d'autres appellent les territoires des océans, puisque on a la même chose en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que c'est parce que ils avaient perdu l'habitude du militantisme dans ces territoires, ou est-ce que c'est une volonté de reprendre en main le pays? Et une dernière question sur le sujet. Est-ce qu'on peut rendre Rodrigue Petitot responsable sur le plan juridique d'exactions commises par d'autres au motif qu'il aurait tenu des propos de résistance? Est-ce qu'on n'est pas en train d'exagérer? On n'était quand même pas sur la radio des collines appelant à l'extermination d'une catégorie de la population. Et est-ce que tout cela n'est pas finalement une reprise en main du pouvoir économique au détriment de la justice et au détriment des politiques? Alors, s'agissant de la réaction du pouvoir lorsqu'il y a des mouvements sociaux, euh, vous faites bien de noter qu'il y a une tolérance lorsque les choses se Géographique. déroulent en France hexagonale. Oui. On peut la qualifier de tolérance géographique. Oui. C'est assez évident. Oui. Et je crois que la population martiniquaise aujourd'hui ne se laisse pas berner, tout le monde le voit. On a vu en Corse aussi des manifestations qui vont déraper, non Oui. pas parce que les leaders appellent à cela, mais parce qu'il y a une partie des individus qui va décider de déraper. Et on l'a vu aussi pour les agriculteurs. On constatera qu'en Martinique, c'est apprécié différemment. On verra qu'en France, déjà, la répression policière n'est pas du tout immédiate, bien au contraire, et que même nous avons un ministre de l'Agriculture qui est venu expliquer qu'il ne fallait pas amalgamer ceux qui dénoncent et ceux qui dégradent. Donc, on peut faire la distinction de façon extrêmement claire en France hexagonale, distinction qui n'est pas admise en Martinique. Donc, il y a, oui, une tolérance du À pouvoir. géométrie variable. Il y a une tolérance du pouvoir pour la France hexagonale qui n'est pas appliquée en Martinique, où on va immédiatement mettre des CRS dans la rue et on va immédiatement faire en sorte que la répression policière et judiciaire soit mise en mouvement. La deuxième question était relative à si je ne me trompe pas, une forme de justice au service D'un pouvoir économique. d'un pouvoir économique. C'est totalement envisageable. On se rend compte que dans le cadre des tables rondes, ce qui a été mis en avant, ce sont des marges disproportionnées. C'est un comportement d'acteur économique De prédation. qui était celui de prédation et qui a été qualifié par ce mot qui est dans le dictionnaire, qui est la profitation. Donc, dans mon dossier, est-ce que je le vois? Je ne peux pas dire que je vois cela. En revanche, on peut observer que subitement, lorsqu'on pointe du doigt des responsabilités, celui qui pointe du doigt les responsabilités va rencontrer des difficultés d'ordre judiciaire. Donc, en effet, le lien peut être fait entre soumission du pouvoir judiciaire au pouvoir économique, ou en tout cas, le pouvoir judiciaire rend service au pouvoir économique. Ça peut être clairement Mais pensé. dans le rapport sur la vie chère,
qui a été remis par Béatrice Bellé, la députée de Fort-de-France, et qui fait l'objet, je le rappelle, d'une proposition de loi, je ne sais plus quel numéro, qui sera présentée à la niche parlementaire du Parti socialiste. Euh, je le rappelle, tous les éléments de langage, tout ce qui a été demandé dès le départ par le mouvement populaire est repris. Ce qui veut dire concrètement qu'il n'y a pas une distance entre les propos de Rodrigue Petitot et ce que porte aujourd'hui Béatrice Bellé à l'Assemblée. Est-ce que pour autant Béatrice Bellé risque une levée de son immunité parlementaire? Est-ce que c'est pour ça que je vous parle de la légitimité, de l'éligibilité dans les propos? Est-ce que la parole d'un député ou d'un élu de la République est, entre guillemets, protégée par son exercice? Ou est-ce que quand on est un président d'une association, est-ce qu'on n'a pas tout intérêt à juste créer un parti politique tout de suite? Et là, on rentre dans le cadre de l'article 10 des droits de l'homme. Ça, c'est une vraie question. Et enfin, quels sont les risques pour la liberté d'expression aujourd'hui? Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir, au-delà de nos frontières, une jurisprudence? Comment on va juger désormais les mouvements? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas rentré dans une espèce de censure de la parole? Nous qui sommes des hommes de parole et de liberté, est-ce qu'aujourd'hui, ce podcast qui s'appelle Postscriptum n'est pas sous le coup de la juridiction parce que nous nous exprimons autour d'une tasse de café, comme nous le ferions dans une place à Paris? Est-ce qu'aujourd'hui, l'espace d'échange public n'est pas aujourd'hui un espace sous surveillance? Je n'ai pas lu le rapport en question et je ne sais pas s'il reprend les termes exacts Quasiment. du RPRAC, mais il est acté que Madame la députée ne sera pas traitée de la même façon que Rodrigue Petitot. C'est assez évident. Comme je vous l'ai dit, lui, on veut absolument lui plaquer sur le front l'étiquette de délinquant. On veut pas s'en départir. Mais c'est aussi sans doute parce qu'on a clairement conscience que c'est un leader de mouvement populaire extrêmement suivi. Et donc, il ne rentre pas dans les codes. Aucune case. Il ne rentre pas dans les cases. Et si on peut l'éloigner quelque temps, ce serait pas plus mal. S'agissant de la censure de la liberté d'expression, c'est l'un des combats que je suis en train de mener, que nous sommes en train de mener. C'est que le sentiment que nous avons, c'est qu'il s'agit ici d'une affaire dans laquelle on souhaite que la population ait peur, que tout le monde ait peur. C'est cette phrase d'Aimé Césaire. Je parle des millions de personnes à qui on a inculqué savamment la peur et le complexe d'infériorité. C'est ça. Et peut-être qu'on est dans cette poursuite de la peur que l'on veut inculquer aux uns et aux autres. Mais je crois que tout cela est terminé. Donc, Je pense que tout cela est terminé. Et que nous sommes dans l'heure de nous-mêmes. Nous sommes, oui, dans l'heure de nous-mêmes. Nous sommes dans une bascule. Et c'est terminé, en fait. Donc, la censure de la liberté d'expression qui est opérée aujourd'hui ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner parce que Rodrigue va sortir de détention et il s'exprimera de nouveau. Il aura conscience des pièges qu'on lui a tendus, mais il s'exprimera de nouveau. Les avocats que nous sommes ne vont pas, comme on dirait ici, nous péquer molly. On ira jusqu'au bout et on ne nous fera pas taire. Et puis, j'observe, parce que je rencontre beaucoup de Martiniquais, que les personnes ont parfaitement compris ce qui se passe et que les personnes sont conscientes de ce qui se passe et que le nombre de personnes qui vient me dire mais on ne va pas se taire, ils croient que nous ne voyons pas, ils croient que nous ne voyons pas, nous sommes debout. En fait, l'ère de la peur est terminée. Donc et ça, c'est un moment historique. Oui, il faut en avoir conscience. L'ère de la peur est terminée. Et peut-être aussi que c'est parce que la peur est en train de changer de camp qu'on souhaite que la population martiniquaise ait de nouveau peur. Je crois que cela n'est pas possible. Je pense que ces histoires, parce que je ne les appellerai même pas des affaires, ces histoires de résidence préfectorale ou TikTok auraient pu être réglées différemment que dans l'enceinte d'un tribunal judiciaire. Ça aurait pu faire l'objet de discussions entre la classe politique dite classique
et Rodrigue Petitot. C'était envisageable, en fait. Est-ce qu'on On peut n'était dire pas que c'est un obligé choc de génération? de pénaliser, ou de judiciariser tout cela, et que la pénalisation de ces affaires me semble euh, vraiment exagérée, que ce soit pour l'affaire TikTok ou pour l'affaire résidence préfectorale. Est-ce qu'il s'agit d'un choc de génération? À partir du moment où ce mouvement, d'une certaine façon, est né sur TikTok, on a compris que on passe dans une ère que nous ne connaissions pas auparavant. C'est quelque chose qui est allé très vite, que peu de personnes, même les meilleurs observateurs, a pu constater et prévenir ou anticiper. Donc il y a une nouvelle génération qui, depuis quelques années d'ailleurs, se lève, euh, fait une vraie contestation sociale, demande plus de justice sociale. Et la particularité d'ailleurs de tous ces jeunes, parce que je dis bien que c'est la jeunesse martiniquaise qui est attaquée, la particularité de cette jeunesse, c'est qu'elle a la tête bien debout, le port de tête altier, et vraiment, c'est une jeunesse qui n'a pas peur. Et cette jeunesse, ces jeunes, moi je les appelle les adultes de la Martinique, et la particularité, l'autre particularité de cela, c'est que tous vont se faire euh, soit matraquer, ce qui fut le cas de Kéziane Huissier, mais matraquer devant tout le monde, donc matraquer par des fonctionnaires de police ou des gendarmes, ou se faire matraquer judiciairement. Et c'est cette particularité, et c'est ça que je pense que on devrait tous observer, constater, c'est ce qui se passe depuis quelques années. Comment on traite les jeunes de la Martinique qui ont l'outrecuidance de penser et qui ont l'outrecuidance de dire en plus ce qu'ils pensent. Je ne demande pas aux uns et aux autres de dire s'ils ont raison ou pas, mais je pense que les uns et les autres devraient observer ce qui se passe et être choqués, heurtés, et se dire qu'il y a un problème, qu'on est en train de piétiner les libertés fondamentales. Et je crois que c'est aussi le rôle de l'avocat d'être à un moment euh, la vigie des libertés fondamentales, la vigie de nos libertés publiques. Et c'est ça que nous essayons de faire en ce moment, s'agissant de Rodrigue, qui est le dernier cas en date, sans doute parce que ce cas-là est vraiment extrêmement fort et que tout le monde peut le voir. Il faut que nous ayons conscience que on attaque de façon systématique des jeunes qui pensent et qui parlent. Et il faut que cela cesse. Et il faudrait que l'ensemble de la population s'empare de ce sujet-là, le constate et dise non. Il y a des silences qui parlent. Je vous remercie pour le premier épisode de Postscriptum. C'était un honneur de vous accueillir, Je vous remercie de m'avoir reçu. maître Idi Temps, et souhaitant que le 21 janvier, c'est un jour si particulier, que vous ayez gain de cause et que la justice soit rendue au nom du peuple, et singulièrement au nom du peuple martiniquais. Je vous remercie.